Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Cette semaine, on s'est tapé un film que moi et Seb, on n'avait pas vu. Puis on a été pour un film de vampire parce que Seb aime les films de vampires. Donc les films de vampires. on y a été pour Vampire's Kiss en 1988 avec nul autre que Nicolas Cage dedans. Réalisé par Robert Bierman qui a juste fait des séries par la suite. Puis scénarisé par Joseph Mimium. En tout cas, j'ai de la misère à prononcer son nom de famille, mais il a écrit After Hours, un film de Martin Scorsese. Fait que Seb, toi, t'as trouvé ça comment, Vampire's Kisses? J'ai comme un doute si j'ai aimé ça ou pas. Parce que, mettons, à première écoute, j'ai trouvé un peu long, là, la réalité. Mais bon, quand même. C'est le film, au fond, où il y a un paquet de memes de Nicolas Cage qui sont dérivés de. Ouais. Fait que toutes les fois où on voit sa face comme avec les traits tirés, puis je me souviens plus que c'est quoi ce meme-là, mais ça vient de ce film-là, puis à la deuxième écoute, là, je l'ai réécouté un petit peu tranquillement, là, j'ai réalisé que toutes les bouts au bureau sont fucking hilarants. Ouais, mais le rythme du film n'est pas tant... en tout cas, j'ai de la misère à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fonctionne pas dans ce film-là, mais il est pas si incroyable que ça, à part le fait que Nicolas Cage est over the freaking top, là. Mais ça, honnêtement, là, moi aussi, c'était ma première écoute, là. Puis c'est à cause que les attentes que je m'étais faites de ce film-là, avec les memes puis avec l'image du film, était une toute autre chose que qu'est-ce qu'on m'a servi, là. Fait que je pense que j'étais vraiment déstabilisé parce que le film est beaucoup plus dépressif qu'on le pense. Je m'attendais à une comédie vraiment légère. Puis finalement, j'essaie de servir une espèce d'allégorie pour une rupture assez morbide, là, puis assez intense. Ouais, allégorie de rupture / environnement de travail toxique / addiction au sexe ou des problèmes de relation avec un thème de vampire pour comme expliquer tout ça, mais c'est ça, je pense que c'est peut-être une addiction pas nécessairement au sexe, plus à la drogue, là. Parce qu'à un moment donné, ils font une référence avec justement là, son employé, là, c'est quoi déjà, Alva? Tu te souviens pas de son nom? Il crie non-stop. Alva! Mais c'est ça. Et Mané, ils font. À mescaline, je pense qu'ils font une référence à. Oui! Là, elle dit qu'elle aussi, elle a déjà pris la mescaline, c'est normal qu'ils se sentent pas bien. Fait que c'est un peu un film sur, on pourrait dire, la dépendance à la drogue, puis en même temps, une rupture. 100%, la rupture, c'est le thème central. Mais la rupture avec qui? Il rompt avec qui? Ben, moi, comment je vois ça, c'est que son ex, c'est la vampire, puis c'est pas réellement une vraie vampire, là. Ah, tu penses... Ah, ok, comme quoi, nous, on a le début du film, il a déjà rompu avec son ex. Exact. Puis c'est la vampire. Ah, j'avais peut-être le seul moment où tu vois que finalement c'est son ex, c'est quand il est dans le nightclub puis qu'il est avec son nouveau chum. Ben là, ça serait le seul moment où est-ce que tu as une vraie interaction avec elle puis qu'il n'y a pas une hallucination. Puis tu sais, justement, c'est pas pour rien que tout le long, il est rebuté par l'amour. Tu sais, des fois, quand il est avec sa psychologue, il regarde à l'extérieur, puis au stand hot dog, il voit un couple commander des hot dogs puis ça le met en crise. Il y a un autre moment donné, je pense que c'est le chauffeur de taxi qui commence à parler d'amour puis ça le met en motadie. Dès qu'il est question d'amour, ça le met en tabarnak. Moi, j'ai vraiment vu ça de même, là. J'ai manqué le point du film. Quand tu le dis, ça fait tellement de sens. Puis j'avais vraiment manqué tout le point du film. C'était qu'il était en rupture puis en psychose à cause de sa rupture. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il est en grosse détresse à cause de la rupture. Puis potentiellement, on peut voir ça aussi qu'il prend de la drogue en lien avec la rupture. Là, il y a aussi une dépendance qui se met pour pallier à son manque relationnel. Là. Ou mais c'est peut-être juste straightforward. 100% juste la rupture, puis il n'y a même pas de drogue qui va là-dedans. Là, mais moi, je l'ai lu aux deux niveaux. Mais c'est justement... la drogue un peu parce qu'il l'avoue à un moment donné qu'il était keyed up puis drunk. I was horny. A little bit drunk, but also horny. Ouais, mais pour Nicolas Cage, ce film-là, il vaut le détour d'avance. Ouais. Mais c'est qu'honnêtement, si vous attendez pas à un film qui va être bonkers, juste de la comédie, parce que moi, je m'attendais à... Juste avant ça, il avait fait avec les frères Coen Arizona Junior. Je m'attendais un peu à une genre de performance à la Arizona Junior, puis l'humour à la Arizona Junior. Qu'est-ce qui m'a été servi, c'est tout le même acting puis le overacting de Nicolas Cage dans son meilleur, mais dans un film qu'il faut lire un sous-texte. Moi, là, au début,
Ah ouais, c'est ça, je comprends. Je prenais ça vraiment tel que tel. J'étais genre, il est visité par un vampire. Fine. Là, après ça, t'as l'autre fille qui commence à dater qui a vu dans le bar. Là, je me suis dit, bon, classique, il va y avoir un triangle amoureux, situation humoristique avec le vampire qui rend des visites, puis lui qui essaie de cacher ça, des choses comme ça. Là, je me disais, c'est ça que je vais avoir. Finalement, le triangle amoureux, là, il est pitché à la poubelle après une demi-heure. Puis après ça, t'as une demi-heure de pure folie, où est-ce que c'est juste Alma qui capote parce qu'il a... Man, il vire fou sur elle, là. C'est plus que de l'agression incroyable, là. Ben, il y a de tout, là. Exactement. Il y a tous les types d'agression, là, envers elle. D'abus de pouvoir, agression sexuelle, il y a harcèlement. Non, il y a tout, là, c'est l'enfer. Puis c'est justement, là, t'as ça au milieu. Fait que la première partie se veut comme ce que je m'attendais. La deuxième partie, ça devient juste un train wreck de relation de travail, comme tu dis, que je comprenais pas ce qui se passait devant moi. Puis la troisième partie, ben, c'est là que la thèse du film rentre puis qui est juste dans le madness à fond la caisse. Là. Avec ses putains de dents plastiques. Mais au début, j'avais fini le film, puis je me disais, là, j'essayais de le remettre en étoile. Là, je me suis dit, c'est pas vraiment un 3 étoiles. Puis là, finalement, le film, il est resté avec moi. Ça, c'est un bon signe. Mais j'ai pas oublié ce film-là après l'avoir écouté. Ça n'a pas été un usage unique. Je l'ai écouté, diverti, je le jette. Mon cerveau l'efface presque au complet le lendemain. Là. Ça n'a pas fait ça, puis ça vaut des points pour ça, moi, dans mon livre à moi. Là. Mais c'est ça qui arrive. Moi aussi, j'ai écrit ma note après la première écoute, puis j'étais comme, un peu comme tu disais, tu sais, je me suis fait servir un genre de comédie, truc over the top, mais en même temps, mon cerveau, il fallait qu'il soit à on parce qu'il y avait du thinking à faire pour décortiquer un peu les thèmes, puis l'histoire, puis les interactions. Puis tu vois, mon cerveau n'était pas à on parce que je l'ai manqué raide. Comme, mais what's the point? Genre, j'étais-tu censé regarder une comédie, mon cerveau à off, ou fallait que je lise un sous-texte, puis c'était plus de quoi c'est une œuvre un peu plus artistique au final avec des thématiques. Puis là, je chante les deux, puis j'étais comme, au final, tout ce que j'en ressors, c'est Nicolas Cage qui est genre 2 points trop haut en termes d'intensité. Ouais. Mais t'as raison que quand je l'ai réécouté en fast-forward, tout à l'heure en préparation, je l'ai quasiment réécouté au complet, puis j'étais vraiment diverti, mais surtout par Nicolas Cage qui est over the top. Là, je pense que ce film-là, il a quand même une bonne valeur de réécoute. Là. Moi, je l'ai pas réécouté, mais toi, l'ayant réécouté, une fois que tu sais justement où est-ce que le train s'en va, là, puis que t'es pas en train de dérailler, puis qu'il y a quand même un certain contrôle, ben, il y a quand même beaucoup de qualité, ce film-là. Mais c'est que le problème, c'est que la présentation reste toujours comme un film populaire. Exact. Qu'est-ce qui t'est présenté? La façon que c'est filmé, la façon que les interactions sont faites, t'es censé avoir un film ultra populaire tout le temps devant toi. Mais il y a vraiment un sous-texte. C'est vraiment weird comme film. Là. C'est vraiment... Je m'attendais pas à ça. Ça, je m'attendais pas à ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, c'est-tu Nicolas Cage qui a manqué sa shot au final? T'sais? Puis je me dis, c'est sûr que à un moment donné, à la réalisation, ils ont fait comme, ouais. Là, attends, là, on a un thème sérieux, mais on a... Puis après ça, je me suis dit, non, c'est eux autres qui lui ont demandé de jouer comme ça. Ils ont engagé Nicolas Cage. Ils s'attendaient à quoi d'autre? Mais Nicolas Cage, il commençait à être connu, là, mais il était pas encore la méga star qu'il était. Là. Puis, mais mettons, le film de Scorsese qu'on a regardé ensemble avec Nicolas Cage, là, où il est ambulancier, c'est avant ou après ça? C'est 10 ans plus tard, l'autre. 10 ans plus tard, parce que Nicolas Cage, dans ce film-là, je me souviens plus c'est quoi le nom, il était quand même... Bringing Out the Dead, c'était nice. Ouais, c'est vraiment bon. C'est crissement nice. Fait qu'on dirait mon point de référence pour Nicolas Cage en termes de qualité, c'est ça. Fait que tout le reste est comme différent. C'est différent. Nicolas Cage, il dit que c'est un de ses rôles qu'il a le plus aimé, hein? C'était film-là. Qu'il a le plus aimé faire? Ouais, ou puis qu'il s'est trouvé le meilleur. Ben, à mon avis, il a pas tort. Honnêtement, c'est fucking drôle parce que la coquerelle là, qu'il mange, là, il la mange pour vrai. Ah, hey, j'avais cette question-là pour toi. C'est dégueulasse. Ouais. Comme j'étais genre, la job de montage a été vraiment bien fait là-dessus parce que j'aurais juré qu'il l'a bouffé pour vrai. Et il la mange pour vrai. Il dit que toutes les fibres de son corps lui disaient de pas la manger, puis il a dû faire, je pense, 3 scènes, fait que 3 fois manger ça. Oh! Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que là, en plus, après ça, il y a eu plein d'activistes pour les animaux, puis pour le droit de comme pas tuer. Oh non!
Puis là, Nicolas Cage, il disait « What the fuck? » Il dit « Vous avez jamais utilisé de raid de toute votre vie? » C'est ça sa réponse aux activistes. Il s'en foutait un peu, là. Mais il dit, tu sais, avoir su que c'était désagréable de même manger ça, puis qu'en plus, j'allais avoir le backlash des activistes, ben j'aurais peut-être pas fait. Aïe, aïe! C'est incroyable. Fait que la première scène, quand le réalisateur il a dit « Ben, on a une vraie coquerelle, tu veux-tu? » C'est sûr qu'il s'est battu contre lui, mais quand ils ont manqué la première scène, il doit s'être fait comme « Ah, fuck, est-ce qu'il faut que je la refasse? » Si je me souviens bien, c'était une initiative de Nicolas Cage, parce que toi, dans le fond, tu... Non, mais pour vrai, toi, tu l'as pas vu. Moi, je l'ai vu. T'as pas vu Nosferatu, hein? Tu sais qu'il y a des images dans le film de Nosferatu? Ouais, j'ai remarqué, sans pouvoir mettre le titre sur le film, j'ai remarqué qu'il y avait des films de vieux vampires qu'on va sûrement faire un jour, j'imagine, peut-être. Ben, c'est un film de Murnau, là, c'est un film italien. Okay. Italien, non, c'est pas italien, excuse-moi, c'est allemand, Okay. Murnau. Puis c'est dans l'expressionnisme allemand, c'est d'un père fondateur. C'est 1922 là, qu'on parle de ce film-là, Nosferatu. Et c'est l'histoire de Dracula. C'est juste que Murnau, il n'avait pas réussi à avoir les droits pour appeler son film Dracula. Okay. Fait qu'il a appelé ça Nosferatu. Mais au final, c'est l'histoire de Dracula. Quand tu le prends là, frame par frame. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je l'avais remarqué, j'étais fier de moi. Mais là, après ça, quand j'ai été regarder les special features les choses, ils le disent. Mais je l'avais remarqué avant, je tiens à en souligner. Quand Nicolas Cage est dans la scène du bar avec ses dents de plastique, il y a des mimiques où est-ce qu'il tient ses bras vraiment le long de son corps puis les mains redressées vers le côté, vers le haut. Ben oui, mais il imite au fond dans le film, là. Il imite Nosferatu. Puis aussi dans le conte Dracula, là, je me souviens plus, ça je le savais pas. Mais dans soit Dracula, le livre, mais sûrement pas dans le film parce que j'ai pas le souvenir de ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté Nosferatu, là. Mais il mange une coquerelle. Dracula. Fait que c'est vraiment en référence à l'œuvre de soit cinématographique ou soit du livre qui faisait ça. Fait que c'était c'était vraiment par hommage à cet élément-là du personnage là, qui faisait lui. OK. Mais ça le rend comme un peu plus nice cette passe-là parce qu'à part de ça, c'est quand même what the fuck. Ça risque d'être dans le film au fond parce que le moment où il regarde le film, c'est un peu aussi le début de sa descente là, juste avant, il pense qu'il est un vampire, mais il se met à agir comme un vampire le lendemain qu'il regarde le film, si je me souviens bien. Là, Non, ouais, vraiment. Là. C'est exactement ça. Il relève ses épaules, puis il se tient comme ça, puis il porte ses lunettes de soleil au travail, il me semble, à partir de ce moment-là. Là, ouais. Honnêtement, c'est quand même bon ce film-là. J'y reparle, puis il reste avec moi pour vrai. C'était vraiment un bon signe. Là. C'est pas un film à usage unique. Là. C'est vraiment. Je pense que si vous écoutez le film, là, les auditoires. vous qui nous écoutez, si vous regardez le film puis que vous attendez à avoir un film avec un sous-texte, avec du Nicolas Cage Bunkers, puis un peu un film qu'est-ce qui est, je sais pas, imprévisible, là, ben vous allez peut-être apprécier. Là. C'est pas un film régulier. Là. Loin de là, malgré l'image. Un film régulier. Ça, c'est la bonne façon de le décrire, je pense, c'est que c'est vraiment pas un film régulier pour le meilleur puis pour le pire. Ouais. Puis... Mais sinon, t'es-tu familier avec l'expression guerrilla filmmaking? Guerrilla comme un gorille ou comme la guérilla? Comme la guérilla, excuse. Peut-être comme la guérilla? Ben, c'est probablement une façon de filmer un film vraiment comme low budget, low on time, puis super, super efficace, mais de brousse un peu. C'est ça? Ben, comme exemple, Larry Cohen, c'était un des spécialistes de ça. Filmer à New York, ça coûte extrêmement cher. T'sais, avoir des permis pour fermer la rue ou des choses comme ça, c'était une fortune. Fait que quand tu fais du guerrilla filmmaking, c'est que tu y vas sans permis. Puis souvent, le monde qui sont dans la rue, c'est des gens qui savent pas que tu fais un film. Ah, ok. Exemple, Larry Cohen, le Q de Serpent, c'est un espèce de film de monstre. Mais là, lui, il s'était arrangé avec des policiers, des vrais policiers. Puis eux, ils faisaient un raid dans un building là, pour aller chercher le serpent. Puis ils savaient qu'il allait être dans un film, fait qu'ils trouvaient ça cool. Mais les gens, ils pensaient juste qu'il y avait un attentat où ils savaient pas parce qu'ils voyaient juste 30 policiers qui convergeaient tous dans un immeuble avec leur gun dans les mains, des choses comme ça. Puis tu sais, ou sinon, il fait faire un accident par un de ses protagonistes. Il fait rentrer dedans par un char. Le gars qui conduit le char, il sait qu'il va rentrer dans quelqu'un. Mais les gens qui sont à côté, ils voient juste un gars se faire frapper par un auto. Ben, dans ce film-là... Okay, mais attends, la personne qui rentre dedans puis la personne qui se fait rentrer dedans, c'est 2 sets d'acteurs, là. Oui, mais toutes les autres qui sont dans le trafic puis tous les gens qui marchent alentour savent pas qu'est-ce qui se passe. Puis,
dans Vampire's Kisses, il y a de ça, vu qu'il filme à New York aussi. Il y a une scène où est-ce que, tu sais, quand il se promène avec son bâton de bois, là, il dit aux gens de le tuer. Un moment donné, il croise un couple, puis le couple qui croise, ils savent pas pantoute là, que c'est du acting. Là. Oh, wow! Je trouvais que leur réaction était vraiment bonne aussi, là. Comme... Ouais, Je l'ai regardé, puis je me disais, oh shit, si je croise Nicolas Cage comme ça dans la rue, j'ai exactement la même réaction, genre... Éloigne-toi de moi, t'es fucking raide, il y a du sang autour de la bouche, du sang sec, genre, c'est fucking raide, là. Aïe, imagine vivre ça, tu croises quelqu'un dans la rue, man, il y a du sang sec autour de la bouche. Ouais. Je quitte mon camp en courant. Il y a une couple de scènes qui étaient filmées comme ça, faut pas oublier que Nicolas Cage commençait son hype, là. C'est 1 an ou 2 avant Raising Arizona, puis un autre film connu, puis après ça, il a fait le film de David Lynch, qui est, là j'ai un blanc, Wild at Heart. Mais il était pas encore le méga connu Nicolas Cage des années 90. Fait que c'était quand même cool, ça, là, que dans la masse de New York, il ait fait des scènes où est-ce que, justement, là, man, personne le sait, puis c'était juste Nicolas Cage avec plein de sang sur le bord de la gueule. Aïe, mais ça, genre, un acteur qui est game de faire ça, c'est hot aussi, là, je veux dire. Il a beau être un acteur, ça veut pas dire qu'il est game d'improviser puis de se faire potentiellement puncher d'en face par des inconnus, là, je veux dire... il se promène quand même avec un bout de bois, puis il fait son fuck. Je sais pas. Moi, en tout cas, ça me gênerait, c'est pour ça que je suis pas acteur, là, peut-être. Honnêtement, Nicolas Cage, God bless that man. Je l'aime, c'est ce qui est drôle. Mais ce qui est hot, c'est que j'ai l'impression que lui-même, je sais pas si ça a toujours été le cas, mais mettons dans l'histoire récente, j'ai l'impression qu'il est conscient de son propre mythe, puis de son propre alter ego filmé qui est over the top, là. Ben, Nicolas Cage, je sais pas si c'est une technique qu'il avait ou n'importe quoi, mais il a quand même gagné un Oscar, hein, tu sais, du meilleur acteur. Je sais. Mais je me souviens plus pour quel film, mais je me souviens qu'il a gagné un Oscar. Si je me souviens bien, là, c'est Leaving Las Vegas. C'est un film où il jouait un alcoolique, là. Puis je suis pas sûr s'il en a gagné un deuxième pour Adaptation. Ou si c'est vice-versa, c'est pour les 2 films qu'il en a gagné, en fait. Mais Adaptation en 2003 de Spike Jones. Ça me dit rien, ça, par exemple. Adaptation, c'est 2 jumeaux. Dans le fond, Nicolas Cage joue des jumeaux. Puis ils écrivent un scénario d'un film. Puis ils écrivent sur le fait de ne pas avoir d'inspiration ou je me souviens plus trop quoi, mais c'est quand même bon pour la réalité. Se mélange. Il y a Tom Harold Street dedans aussi, me semble. C'est quand même un pas mauvais film. Mais ouais, Seb, je pense qu'on a assez parlé de mythos autour du film. C'est quand même cool là, comme introduction pour le film. Là, si vous n'êtes pas curieux du film, je suis quand même surpris. Je sais qu'on a l'air un peu réticent, mais ce film en soi est une expérience quand même spéciale. Mais c'est ça, puis on va rentrer dans le film, puis on va faire le tour au fond. Pour ceux qui n'avaient pas encore catché, on vous a déjà spoilé. Les affaires, ouais. Il est trop tard pour le spoiler alert, je suis désolé. Seb. Oui. Le budget. Le budget, oh aïe. Fait que là, toi, tu m'as donné des indices pareils que j'attendais là, dans toutes tes interventions, qui est qu'il était connu, mais pas encore big, right? Ouais. Fait qu'il a peut-être pas coûté cher. Filmé à New York, si tu me dis qu'ils ont fait guérilla style, pas trop coûteux. Pas d'autres gros acteurs, j'ai l'impression non plus dans ce film-là. Alors, je dirais, je vais y aller avec un 750 000. Ça, c'est le retour qu'il a fait quasiment. Il a fait 725 000, mais le film a coûté 2 millions. Puis il faut dire que c'est pas tout. C'est pas tout filmé à l'insu des gens. Hein. Il y a certaines scènes comme la discothèque, des choses comme ça, que le monde était conscient que c'est un film. Là. Il y a des limites. Mais rappelle-moi l'année. 1988. Mais là, on dirait que certains sites me marquaient 89, là, mais je pense bien que c'est 88. Là. OK. Mais crème 2 millions, man, c'est beaucoup, non? Fait que c'est le fait de filmer à New York là, qui a coûté très, très cher, peut-être. Ben aussi, sinon, After Hours, c'est quand même un film qui a été fait par Martin Scorsese, qui a eu du succès et qui est vraiment cool comme film, là, honnêtement. Là. Ah, fait que le réalisateur aurait coûté cher, ça, tu veux dire? Non, peut-être le scénario. Peut-être le scénario coûtait un peu plus cher. Le réalisateur, il coûtait pas tant cher. Nicolas Cage, il était connu. Il a-tu quand même pris une grosse partie du budget? Je ne sais pas. Raising Arizona, me semble, ça a quand même été populaire. Difficile à dire. Difficile à dire ce qui fait ça. Okay. Mais là, je te couperai plus. Tu peux nous rentrer dans le film. Je vais vous rentrer dans le film comme vous aurez jamais vu ça. Je vais vous rentrer dans le film, c'est bien profond. Excusez. Quoi?
va rentrer dans le film, aussi. Right! Fait qu'on a une scène d'ouverture où on voit des petits buildings à New York, rien de moins. Puis on a notre personnage principal du nom de Peter Lowe qui est à la psychiatre. À défaut de l'appeler Peter Lowe tout le long, on va l'appeler Cage ou Nick Cage. On peut l'appeler Nick, au fond de son petit nom. On a Nick Cage qui est au psychiatre. Comme Nick Cage. Ben oui, c'est mieux. Nick Cage est au psychiatre. Puis bon, il explique un peu là, sa soirée d'avant. Puis il explique que la fille avec qui il était, elle était pas capable de take a hint au fond parce qu'il s'est habillé. Puis tout. Fait qu'au fond, il comprend que c'est un charmeur. Puis qu'il reçoit des femmes à coucher. Puis que lui, il a aucune intention. Puis que. Bon, ça le dérange que les filles, ils comprennent pas. Fait qu'on déjà, on comprend qu'il y a des petits problèmes probablement relationnels, là, ce personnage-là. Je pense que c'est surtout à ça qu'elle sert la scène. Là. Ouais. Parce que par la suite, au fond, on le voit au bar où il rencontre Jackie, qui ramène chez lui, puis durant leur zéba sexuel, ou du moins les débuts, il y a une chauve-souris qui rentre dans leur maison. Puis là, excusez, moi je sais qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, la fille elle capote, elle s'éloigne, tu sais, puis lui il fait juste pogner le rideau, puis il fait chou, chou. Même, j'ai l'impression que l'actrice, là, ils ont filmé sa vraie réaction, puis elle fait comme chou, chou. Ouais, il y a des fois, il y a 2-3 fois, là, puis je pense que j'ai malheureusement pas mis le doigt dessus, là, qu'on dirait vraiment que les acteurs sont pas au courant que Nick Cage, il est Nick Cage, là. Mais en fait, la scène la plus flagrante, là, puis elle m'a marqué, là, c'est quand il est vraiment en mode rampage à propos de Alva, là. Puis que quand il trouve pas le dossier qu'il veut, il saute sur le bureau de maintenant, puis il dit « Oh, shit! » Je pense que ça s'attendait pas à ce qu'il saute sur le bureau, là. Je pense aussi, ou en tout cas, on va pas trop spoiler parce qu'on va en reparler, mais est-ce que c'est bon? Fait que là, au fond, ça casse un peu le mood. Les autres, ils changent d'appartement carrément. Ils s'en vont dans l'appartement de la fille pour finir leur business. Ouais. Après ça, on les voit au bureau. Puis là, l'ensemble du film est un peu une séquence d'événements là, dans genre bureau, psychiatre extérieur, bureau, psychiatre, scène extérieure ou scène à son appart. Là. Fait que ça risque d'être un peu... à un moment donné, probablement que durant le résumé, on va se mettre à tout mixer. Là, on peut probablement skipper, honnêtement, là, la psychologue, là, on peut probablement skipper un... Tabarnak. Tabarnouche, je vais pas le... Skipper. Tabarnouche, je voulais juste dire, parce que psychologue puis skipper, avoir les deux mots en tête en même temps, ça marche pas, là. Ah, psyché, t'as eu un ça, petit... je voulais dire. Tu voulais kipser, c'est ça? Je voulais psyché, tu sais. Fait que c'est facile pour moi de dire psyché, mais c'est skipper. On pourrait skipper passer par-dessus, c'est ça? Ouais, passer par-dessus les moments peut-être de la psychologue, parce que honnêtement, ces rencontres avec la psychologue, il parle toujours de ses relations, puis toujours des femmes, de qu'est-ce qui vient d'arriver, puis on... Mais mettons, ça pousse pas plus l'enveloppe. Mettons, juste à cause d'un bout que j'aime dans une des rencontres, quand il parle justement d'une couple de scènes plus loin, quand il parle que lui, il a l'air tanné, puis il parle de la chauve-souris, puis là, juste pour fermer la gueule de la psychologue qui paye, by the way, il se met à y faire à croire qu'il a été comme sexuellement attiré par la chauve-souris. Puis la psychologue est genre full allumée à ce moment-là, comme quoi? Tu disais que t'étais attiré par la chauve-souris? Mais comment ça? Puis on dirait qu'elle réalise focal là, qu'il dit n'importe quoi, man. Puis, moi aussi, j'ai souligné cette scène-là, moi aussi. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on backtrack un petit peu. Il est au bureau, puis il se fait appeler par un client qui lui dit qu'il veut retrouver un contrat qui est important pour lui. Là. Fait que toute sa quête au bureau, au fond, puis ses interactions avec son employé Alva, c'est pour essayer de retrouver un contrat qui ne semble pas être au bon endroit là, dans leur filière, dans leur dossier Explorer, si on est dans un ordinateur de nos jours. Là. Après ça, il appelle Alva pour une première fois à son bureau, puis là, il est comme, pourquoi t'as pas trouvé le truc? Je t'ai dit de chercher. J'ai déjà regardé dans les filières où il devait se trouver. Pourquoi t'as refait ça? Fait qu'il se fâche un peu sur elle. Après ça, si je me souviens bien, c'est la scène où il ramène la vampire officiellement, je pense, des bars.
Il la ramène chez lui, Rachel. Ouais, puis ça se fait vraiment rapidement. C'est Ouais, genre, salut, moi c'est Nick Cage. Elle est genre, moi c'est Rachel. Puis boum, ça coupe que les deux ils se French, puis ils topless sur lui, exact. à le mort. Elle mort. Puis le lendemain, au fond, ben, il se lève, puis il se rase. Puis là, il est content, on dirait comme pour la première fois depuis le début du film. Puis il se coupe avec le rasoir. Puis c'est au fond la coupure qui devient comme sa morsure de vampire pour le restant du film, au fond. Fait que là, c'est là où, en le regardant une deuxième fois, j'ai plus catché, parce que la première fois, tu sais qu'il s'est fait mordre, tu le vois qu'il se coupe, puis il se met le pansement, puis tu réalises comme un petit peu plus tard dans le film, mettons, que c'est vraiment juste dans sa tête, mais quand tu le regardes la deuxième fois, au moment où il se coupe, tu sais que c'est à partir de là qu'il tombe en problème psychiatrique, là. Littéralement, là. Littéralement, parce qu'il se coupe, puis il met le petit pansement, puis après ça, il pense que qu'est-ce qu'il y a en dessous du pansement, c'est une morsure de vampire. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que, bon, lui, il est rendu en amour avec la vampire, puis il vient pour lui donner un café le lendemain. Fait que d'habitude, il s'attend tout le temps à ce que les gens quittent, puis là, il veut qu'elle reste, puis elle n'est pas là. Fait que là, puis il fait juste piquer son café partout. C'est calme. Il a son café dans son lit, est-ce calme. Mais il réessaie de dater Jackie. Finalement, il pose un lapin. Là, c'est un peu la thèse de la... Il est BS, là, il va au musée avec elle, puis il fait pas juste y poser un lapin, man. Il a ditch carrément. Là, il dit « I gotta take a piss ». Ouais, puis il se pousse. Mais éventuellement, il rappelle pour lui donner une date. Finalement, il préfère voir la vampire. Il y a une visite de la vampire, fait qu'il choke Jackie. Là, tu as le choix de voir ça comme une critique des relations toxiques ou bien de la drogue, parce qu'il est drogué et il va pas. Là. C'est un peu pas clair à ce moment-là, ou c'est peut-être un mix des deux. Peu importe, là, il prend de la drogue parce que justement, il veut se remettre de son ancienne relation. Mais c'est que là, après ça, l'arc, tu sais, un peu l'arche de. Le bout de l'histoire de Jackie se termine là. Le triangle amoureux que je croyais avoir, puis que ça allait être la base du film avec des comédies cocasses que l'image du film me laissait croire et les memes de Nicolas Cage me laissaient croire, est dans la poubelle. Là. Ah, c'est fini. C'est fini là, man. On la revoit plus jamais. Moi aussi, c'est ça qui arrive. À la première écoute, à tout le long, tu te dis à un moment donné, elle va se repointer juste pour l'envoyer chier ou quelque chose, tu sais, puis il va avoir un développement par rapport à ça, mais non, tu la revois jamais. Non, puis là, t'as la violence fucking psychologique qui commence avec Alva non-stop. C'est you fucking cunt, God. Tu sais, il l'insulte hardcore. Il a poursuivi. C'est bon, ma préférée, c'est Am I getting true to you? Oui, moi aussi, j'ai adoré. Am I getting true to you, Alva? C'est là qu'ils sont sur le bureau? Non, c'est avant, man. Puis il pointe, là. Puis il commence à être super nonchalant. Il y a des tops au bureau, puis tout. Puis c'est cette fois-là aussi qui la poursuit, si je me souviens bien, dans le bureau. Puis la shot d'après, c'est là où il essaie d'aller rejoindre son amante, Jackie. Puis je veux juste souligner que quand la vampire, elle l'empêche d'aller à son rendez-vous, là, t'as-tu remarqué sa face, man? Non, qu'est-ce qu'elle a? Mettons, tu pognes les bons vieux émoticônes, là, puis tu fais 2.0, c'est comme la phase de surprise, là. Comme, de Nick Cage ou de elle? C'est Nick Cage, man. Sa face, c'est juste comme 2.0. Il est juste comme, il a la bouche ouverte, puis il est comme... je sais pas, man. Puis il suit, puis il monte les escaliers, man. Asti que j'ai trouvé ça bon. C'est n'importe quoi, là, comme acting. C'est pas de la surprise. C'est pas comme du « Ah, mais qu'est-ce que je fais? J'ai un choix à faire. » C'est juste comme un il aurait pu baver comme ça aurait fité, man. C'est incroyable, ce petit bout de scène-là. J'avais moins remarqué ça, je t'avoue. Puis c'est ça. Puis c'est le lendemain, là, où il sort sur le bureau, là, puis il fait juste gueuler Alva depuis son bureau. Il gueule. Il fait comme Alva. Ben, au final, c'est ça. Nick Cage, il a tout le temps ses lunettes de soleil. Il agit vraiment bizarrement. Il est super agressif envers Alva. Il la poursuit, man, jusque dans les toilettes. Elle est genre, je vais utiliser mon gun contre toi. Arrête de me poursuivre. Et c'est vraiment, toute cette demi-heure-là du film, c'est vraiment tout à propos du
il fait une obsession sur le dossier qui a littéralement pas tant besoin que ça. Non, hein? C'est ça le pire, hein? Parce que quand il parle avec l'autre gars, c'est hyper casual, puis il parle jamais qu'ils ont besoin de son dossier, là. Puis il n'est jamais question que ça va être une vie ou mort. Fait que c'est vraiment juste, il martyrise Alva. C'est vraiment juste de la torture, c'est ça, parce que le client l'appelle, puis là, il fait appeler Alva dans son bureau, puis il dit « Check bien ça, là. Tout ce que je vais être obligé de dire au client, genre, pour justifier qu'on n'a pas encore son dossier, puis ça va être de ta faute. » Finalement, le client l'appelle pour lui dire « Hey, tu sais, c'est vraiment pas une priorité, là, même pour moi. Comme, prends ça chill, mais je veux l'avoir, mais prends ça chill, tu sais. » Puis c'est pas clair non plus dans la scène, hein, si Alva l'entend ou si... Non, elle l'entend pas. Moi, je pense qu'elle l'entend pas non plus. Je pense pas, là. Mais qu'est-ce que j'ai souligné aussi, c'est que quand il est dans son encore rage mode, là, un moment donné, il fait la... cage mode. Ouais, cage mode. Cage mode. Il fait l'alphabet, là. Puis quand il récite l'alphabet, il devient vraiment... Parce qu'il dit ça doit pas être compliqué de classer un maudit dossier, c'est en ordre alphabétique. Puis là, il commence à réciter l'alphabet, mais il devient en ultra cage mode. Puis la face de Alva, l'actrice, d'après moi, elle s'attendait pas à ça. Parce qu'elle a l'air vraiment, vraiment abasourdie par qu'est-ce qu'elle voit. Voyons. L'alphabet, c'est quand il était à psy. Non, il fait Alva aussi. Je suis pas sûr qu'il... Non, l'alphabet. Mais je me souviens qu'à un moment donné, il l'envoie chier, puis oui, Alva a fait un genre de... What? Parce que moi, je me souviens vraiment d'une phase de Alva que je me suis dit, c'est bol ça. Mais oui, mais je me souviens pas c'est quand, mais l'alphabet, je suis sûr que c'est sa psychologue, parce qu'après ça, il dit « And you call yourself a psychiatrist. » Il est l'enfer. Excusez-moi, c'est que ça me fait rire. La scène du... Mettons là qu'on vous a toujours pas convaincu d'aller voir le film. S'il vous plaît, prenez comme le 15 minutes, trouvez-vous un Vampire's Kiss highlight, puis prenez comme le 15 minutes de regarder au moins les meilleurs power cage mode du film, là. Parce que le gars, il est over the top, il fait juste réciter l'alphabet, puis c'est divertissant, là, comment c'est intense, là. C'est bon. C'est juste que quand il se fait mordre par la vampire, parce qu'il y a plusieurs scènes où est-ce qu'on le voit juste faire sucer par la vampire le cou, puis je trouvais que c'était une réaction justement comme s'il était sur une drogue dure, là. De là encore l'espèce de métaphore de la drogue, là. Ouais, c'est vrai, parce qu'après ça, il reçoit les visites du vampire, puis à un moment donné, il fait juste tout péter chez eux, là. Mais t'as raison, hein, parce que quand on voit Nosferatu à télé, c'est à partir de là qu'après ça, il mange l'insecte, puis il devient vraiment encore plus fucked up, là. Il prend un notch de insane, là. Ouais, ça. Puis juste un peu avant aussi, il y a la scène là, qui est devenue finalement le meme de Nicolas Cage sur Internet, là. Puis il fait juste y dire, tu sais, Alva, je peux pas mettre personne d'autre que toi sur ce dossier-là parce que c'est vraiment un job horrible. Puis t'es vraiment genre la personne que je veux qui traite ce dossier-là parce que c'est la pire job au monde. Puis même si c'est ça, c'est la pire job au monde, puis t'es la plus basse dans la job, là. Il n'y a pas personne de plus merde que toi, là. Mais il renchérit, il dit, même si je faisais rentrer du nouveau monde, c'est quand même à toi que je donnerais ce job de merde, là. Puis c'est là où il fait la face du meme, it's a horrible, horrible job. Ouais. C'est bon, man. Mais il est l'enfer, là. Puis ça, j'ai eu de la misère à comprendre. C'est-tu parce qu'il décharge, c'est un peu de la projection de toute sa colère à lui sur quelqu'un d'autre? C'est-tu là qu'il veut l'en venir ou c'est juste gratuit pendant une demi-heure, là? Ça peut pas être gratuit parce que il y a du sous-texte tout le long. Fait que ça peut pas être 100% gratuit. D'après moi, c'est un peu une projection que les gens, il y en a qui réagissent comme ça face à la douleur ou face à la colère. Genre comme dans How I Met Your Mother, là, The Screaming Chain. Oh boy, je me souviens plus de ce phénomène-là. Là, en Met Your Mother, il y en a. C'est quand Marshall il va travailler avec Neil Patrick Harris, puis il dit, tu comprends pas, comme son boss, il a créé dessus, puis il explique le Screaming Chain of Command, puis il dit, ben, ton boss, au fond, son boss, il a crié dessus, parce que son boss, à lui, il a eu une mauvaise journée à la maison, à cause que son enfant a eu une mauvaise journée à la garderie. Fait que là, à partir de l'enfant qui a de la garderie, c'est une chaîne au fond. Oui. Tout le monde crie sur son subordonné. Puis au final, ça revient à Marshall parce que sa femme, c'est celle qui garde l'enfant de son boss.
Ouais, ben c'est la même thèse que j'ai d'abord. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, là, la projection que les gens y font. Après ça, ben Alva, elle décide de caller malade, hein, parce qu'elle s'est faite poursuivre à son boulot, puis personne ne la prend au sérieux. Puis elle se fait engueuler par son boss. C'est de l'intimidation. Fait qu'elle call malade. Finalement, Nicolas Cage va chez eux. Ouais, la chercher en fucking taxi, puis là, il joue le Ouais. Sweet Cage. Puis genre, I call truce, man. I'm here to call truce, man. I got some hot soup for you. Il a convaincu d'embarquer dans le taxi avec elle. Moi, personnellement, elle, je pense que je serais jamais embarqué. J'aurais dit check. J'aurais faké de tousser dans sa face, je pense. Mais elle regrette vite en tabarnak parce que. Ben oui, parce que dès qu'elle rentre, il dit genre shut up, bitch. Shut up, bitch. The work never goes away. Non, il est l'enfer. Il dit va falloir que tu retournes chercher l'affaire hein, parce que tu l'as pas encore trouvé. Puis elle puis il est rendu au bureau, il tire les cheveux puis tout, là. Il est vraiment une esti de tonne de marde. Mais avant, elle fait juste un stop chez son cousin, je pense. Son frère. Cousin. Son frère, ok. C'est son frère, excuse. Son frère, puis elle lui demande des balles, puis il donne des balles à blanc, finalement. Puis parce qu'elle veut se défendre, fait que là, lui, il dit « Man, t'es même pas censé avoir de gun, t'es censé juste te faire peur avec ça, je vais te donner des balles à blanc pour le bruit. » Puis elle retourne avec Nick Cage, que lui, pendant qu'il attend, il la traite de cunt, puis il y a vraiment plein d'affaires ultra vulgaires, là. C'est vraiment... Ouais. C'est pas un film pour les doux au niveau vocabulaire, au niveau... Au niveau vocabulaire, vraiment pas, puis si, mettons, vous êtes une personne très, je veux dire, féministe de cœur, là, vous allez haïr ce film-là, là, parce que ça a été filmé à une autre époque, puis le thème est edgy un petit peu, là, comme... Ça marche pas, là. Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Là? Ça peut pas être refilmé comme dans nos... à notre époque, sans être satirique à l'os, là. Mais aussi, c'est que si seulement ça avait un purpose, c'est vraiment pertinent, là. Ce qui est pas le cas. Non, c'est vraiment juste genre quelqu'un qui fait souffrir quelqu'un d'autre gratuitement parce qu'il est en détresse psychologique. C'est triste. Ouais, c'est vraiment ça. Là. C'est triste, puis tu pars à rire. Mais elle retourne au bureau. La saga du dossier continue. Je pense qu'il la poursuit encore. Elle le retrouve. Puis là, après ça, elle retrouve le contrat. Puis là, il est comme... Elle pogne Nicolas Cage comme avec la vampire, entre guillemets. Puis là, il décide de péter une coche. Puis il dit qu'il est comme trop tard. Puis ouais, il la repoursuit. Mais de là, la drogue encore, hein? Parce qu'il est avec elle, puis après ça, il y a une réaction encore over the top qui est pas humaine, là. Non, parce qu'il dit qu'il va la violer. Il dit « I will rape you », puis genre... Ben, il déchire sa blouse, puis finalement, elle tire dessus, puis il est comme « Vas-y, non, tire-moi dessus, je suis rendu un vampire, je m'en crisse. » Puis il se tire une balle dans la bouche, puis ça lui fait rien. Il tire une balle à blanc dans la bouche, puis ça lui fait rien. Fait que là, lui, c'est la confirmation ultime qu'il est un vampire. Mais par contre, cette scène-là, je pense qu'ils ont juste... Je cherche le mot exact, là, mais le fait de pas mettre le spectateur face à quelque chose qu'il veut pas... Épargner. Ils ont juste épargné le téléspectateur, mais elle s'est faite violer au final. Mais comme ultra rapidement, puis c'est pas vraiment montré dans la scène, parce qu'elle a dit à son frère qu'elle s'est fait violer. Ouais, puis elle s'est fait battre, là. Elle a un œil au beurre noir. Mais clairement, elle s'est fait battre parce qu'on le voit que Nick Cage la frappe, puis il déchire sa blouse. Ouais. Mais le moment qu'il est par-dessus elle, je pense que c'est juste pour épargner, mais c'est sous-entendu qu'il aurait peut-être violé, parce qu'au final, elle a dit qu'elle s'est fait violer, mais c'est vraiment pas montré dans le film. Mais elle a dit que ça serait arrivé, là. Parce que tout dans cette scène-là, tout ça serait arrivé. Nick Cage, dans un moment de détresse, veut se suicider, met le gun dans sa bouche, tire, est sûr qu'il est invincible, parce qu'il est un vampire, mais au final, c'était juste parce que c'était des balles à blanc. Exact. Il part encore plus en mode vampire. Ouais, puis ben, en fait, il revient chez eux, puis il décrit son appartement. Ouais, puis il se fait un cercueil avec son divan. Ça, à chaque fois, ça me faisait rire, par contre, quand il était avec son cercueil. Puis, je sais pas si c'est du montage sonore, là, mais quand il descend son divan par-dessus lui, ça fait vraiment un bruit de cercueil puis de bois qui craque. Ça fait comme un... Ah, ben là, c'est sûr que c'est un montage sonore. Sûrement, là. Mais c'est que j'ai trouvé ça bon. Ben, ça, c'était quand même drôle. Il s'en va acheter ses dents de vampire. Ah, ouais. Puis là, il n'y a plus d'argent. Fait qu'il
c'est quoi son 20$, puis il est comme, ah, t'en as pas des plus cheap. Tu sais, le gars, il est en pleine transformation de vampire, puis il cheap out sur les dents, tu sais. C'est con, man. Le pigeon qui attrape, là, Ouais. il avait été drogué pour ça, mesure de l'attraper, mais Nick Cage, je le savais pas à ce moment-là, parce qu'il était pas pour ça. Ils ont fait tellement de faux pas. Ah ouais, ce film-là Ils ont mangé des coquerelles, puis ils ont drogué des pigeons, man. Mais il a quand même réussi à l'attraper à cause de ça. Tout ça pour l'analogie puis l'allégorie du Vampire's Kiss. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 mais il mange le pigeon. Ça m'a fait rire, là, voir les morceaux de pigeon dans son appartement. Là. Ouais, ça, c'est vrai que c'est bon. La scène d'après, si je me souviens bien, c'est le club. Bon, où il visite un club de danse, puis il trouve une fille qui est en train de se coquer le nez. Puis là, lui, il se promène comme s'il était vraiment, là, je pense, Nosferatu. Là. Il a ses dents de vampire en plastique, puis il se tient avec les bras un peu en T-Rex. Niveau mimique, là, c'est on the spot. Là. Avoir vu le film, là, c'est vraiment... Il le fait bien. Là. C'est vraiment clair que c'était Nosferatu qui faisait. Là. Exact. Puis, il mord, entre guillemets, la fille coquée. Au final, il a mort complètement. Ah, y a-tu d'une morsure mortelle là, à la gorge, mais avec des dents de plastique? J'ai pas eu le choix d'avoir un fil de genre, ouch, tabarnak, ça va faire mal. Mais, ouais, fait qu'il y a dessus. Puis finalement, ben, c'est ça, Rachel est là, sa femme vampire, Rachel. Puis c'est là où c'est vraiment pas clair si c'est Rachel la vampire ou Rachel la normale, parce qu'elle dit quelque chose comme genre, c'est vraiment, tu sais, comme ça que tu veux aller de l'avant. Puis c'est là, c'est vraiment cette phrase-là, je pense qu'à la deuxième écoute, c'est un moment charnière en genre, oh shit, c'est peut-être une vraie personne avec qui il y a une vraie relation au fond. C'est la seule fois que tu la vois avec quelqu'un d'autre alentour. Là. Puis elle voit Nick Cage capoter, puis elle se dit, man, what a wreck. What a wreck. Yeah, il y a du sang partout dans la bouche, puis des dents de vampire. C'est bien à New York que le monde ne pose pas de questions. Là. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air à être tant freaky que ça. Il me semble dans le petit patelin, là, pas si petit que ça, ça ferait plus de vagues. Elle dénaille quand même, là. Puis lui, il est là après ça. Il se fait crisser dehors. Puis là, il est au soleil, puis il est genre, ah non, je vais mourir. Ouais, il se fait. Pour vrai, il est juste. C'est triste, là. Il est vraiment, ça dérape. Ouais, puis là, c'est là où il parle avec sa psychologue, mais il parle avec un mur, puis il a un bout de planche dans les mains. C'est qu'il hallucine. Sa psychologue est comme, j'aurais pu te présenter la fille qui vient toujours après toi dans tes rendez-vous. Fait que là, lui, il pense qu'il se fait présenter une nouvelle femme. Il est complètement en hallucination, en dérape. Même après 5 minutes, il se pogne solide avec son hallucination de la nouvelle femme qui est dans sa vie. Là. Ce qui est quand même intéressant. Je pense, c'est-tu la... J'ai pas remarqué, mais je trouvais qu'elle ressemblait, mais j'ai pas vérifié. C'est-tu la même fille que celle qui a tué la veille? Non, je pense pas. Non, je pense pas, mais ils se ressemblent, je trouvais. Hein. Mais quand il se promène avec le bout de bois là, avant de la rencontrer, là, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a potentiellement une très grosse référence cinématographique que je suis pas mal sûr que c'est une référence. Ah oh, je l'ai manqué, je suis pas sûr. Là. The Shining. Il se promène, il traîne le bout de bois, puis il crie comme Jack à la fin avec sa hache. Oh, peut-être. J'ai peut-être poussé un peu, mais moi, ça m'a vraiment fait penser à The Shining. Tu vois, moi, j'ai pas fait ce lien-là. Pas du tout. Fait que la finalité de tout ça, c'est qu'ils rentrent chez eux. Il s'installe en dessous de son sarcophage. Parallèlement à tout ça, le frère de Alva et Alva l'ont retrouvé. Au fond, ils ont retrouvé où est-ce que lui vit. Puis le frère de Alva, il est déterminé à le faire payer. Fait qu'il se pointe dans son appartement juste après qu'il se soit couché. Puis là, Nicolas Cage lui présente le pieu dans le genre « Vas-y, tue-moi ». Puis là, lui, ben, bien enragé que le gars ait violé sa sœur, ben, il enfonce le pieu dans le chest au final. Puis il meurt. Ouais, puis c'est là que tu te dis, j'ai pas une comédie devant mes yeux, là. Ce film-là, il est fucked up, là. Ah, il est vraiment fucked up, puis encore une fois, tu sais, l'analogie, elle a servi quoi? Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de leçon genre l'amour va toujours gagner ou genre la psychose, c'est mal. Le gars, il est sur le top puis il s'est fait pieuter de son propre gré. Là. Puis il a Mais c'est vraiment un film sur une. Ben, tu sais, c'est un peu au même titre que Midsommar est assez intense pour une rupture amoureuse. Ben, on est dans le même élément, là. Mais oui, mais. Comment les gens copent, mais là, c'est poussé encore plus. Hein. Ouais, c'est ça. Mettons, quand tu regardes Midsommar avec un pas de recul, tu te rends compte des efforts et des liens qui sont faits tout le long du film. Tu vois un peu le design derrière le film qui mène à la thématique. Mais celui-là, même à la deuxième écoute, c'est un film un peu trop, comme tu disais, générique. Pour te dire comme il y a vraiment du design, la personne elle a vraiment pensé à sa shot, l'analogie elle est poussée au maximum de ce qu'elle pouvait être là. C'est comme c'est une allégorie là, mais comme presque au premier degré là, c'est à peine une allégorie on dirait là. Non, c'est ça qui fait en sorte que, comme on le dit depuis le début, c'est un film vraiment weird là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais ouais, c'est ça qui conclut le film. Puis Seb, avant que je te demande si tu recommandes ou pas, je vais m'ouvrir une petite bière, moi. Yes sir, moi aussi. Fait que Seb, je pense que tu recommandes, mais j'ai hâte de voir à quel point tu recommandes. OK, regardez bien. Si vous êtes vraiment curieux, puis que vous êtes rendu jusque-là dans notre épisode, vous êtes vraiment curieux, puis vous vous demandez genre, c'est quoi ce film-là, Calvaire? Allez le regarder, vous allez être satisfait. Si on vous a pas convaincu, s'il vous plaît, faites juste aller regarder un highlight de 15 minutes sur YouTube des meilleurs moments de ce film-là. Ça c'est définitif. Ça en vaut la peine. Genre, Nicolas Cage, là, dans son meilleur. Puis au pire, après le highlight, si vous êtes toujours sur votre fin, vous voulez contextualiser l'ensemble, regardez le film. Je suis pas certain que je conseille ça à n'importe qui. Mais en même temps, comme le highlight du moins, parce que Nicolas Cage, il vaut la peine, mais je suis pas certain que c'est tout le monde qui va trouver son compte dans ce film-là. Au final, moi, il y a plusieurs films qu'on a fait qui sont potentiellement peu recommandables, là, mais je te dirais que, objectivement, là, celui-là est dans le top 5 des films qu'on a écoutés à date qui est le moins recommandable. Parce qu'il est très inégal, très surprenant. Il y a des situations inconfortables dans le film. Il faut vraiment avoir un humour très ouvert. Là. Ouais. Il faut vraiment y aller avec une très grande ouverture d'esprit. Puis c'est vraiment un film spécial. Puis moi, je le recommande vraiment pas aux gens qui, comme Seb, s'initient à l'horreur. Je le recommande à des gens qui ont vu bien des films puis que justement ils cherchent de quoi écouter, qui va les changer un peu du paysage habituel. Ben ça pourrait être à voir. Ouais, non, je suis d'accord. Comme si vous écoutez beaucoup de films, c'est différent. C'est une belle manière de décrire ce film-là. Ta note, Seb, au final, ça serait quoi? J'ai commencé l'enregistrement avec un 5.5 dans mes notes, puis je pense que je vais le laisser comme ça. Dans le sens où il est, pour le facteur Luke Cage, excusez-moi, il est très divertissant, mais l'ensemble de l'œuvre est un petit peu lousy, un petit peu pas si incroyable que ça, ce qui fait qu'il s'élève pas vraiment plus haut que ça. Là. C'est vraiment le facteur Nicolas Cage puis over the top dans le centre du film qui rajoute au facteur divertissement, qui le bump un peu vers le haut, mais techniquement, au niveau du storytelling puis au niveau des plans de caméra puis tout, c'est classique et un peu peut-être même maladroit. Là. Ouais, je peux comprendre ta note, moi, parce que j'avais commencé avec ça. Mais vu que le film restait avec moi, puis que j'y repensais encore après quelques jours, puis qui est quand même... Il y a des sous-textes, il y a plein d'affaires spéciales de ce film-là, puis vu que moi, je suis un gros cinéphile, puis j'ai vu vraiment beaucoup de films, que celui-là réussit à se démarquer du lot, mais j'ai pas eu le choix de le bumper à un au-dessus d'un 3 étoiles. Là. Fait que je l'ai mis à 6.2. Mais à la base, il était en dessous d'un 3 étoiles, mon feeling raw, là, mon feeling après le coup. Mais avec du recul, puis avec l'impact que ce film-là a eu dans mon mental, le fait qu'il reste avec moi, qu'il me fasse penser, qu'il me fasse me poser des questions, ben ça valait au moins un 6 en montant, à mon avis. Là. Fait que j'ai dit un 6.2. Puis je sais pas si ça va monter dans le futur, plus j'y pense, ou avec une deuxième écoute, mais je sais même pas si j'ai l'intention de réécouter le film. Ouais, c'est ça. Ben, 6.2, je trouve que c'est legit. Je pense... Moi, ce que je pense qui peut arriver, c'est que peut-être que avec le temps, ta note va genre monter
parce que tu vas garder les bons moments du film étant les moments où Nicolas Cage est over the top. Puis tu vas oublier les plot twists un peu banals, puis les scènes un petit peu banales, ce qui fait que je pense que les gens qui nous écoutent, mettons, puis qui l'ont écouté là, vraiment longtemps, ont un souvenir super positif s'ils l'avaient aimé, puis s'ils avaient trouvé Nicolas Cage over the top. Ils doivent avoir un souvenir super positif de ce film-là. Puis je suis certain qu'ils seraient déçus à la réécoute. J'ai l'impression de. À cause que, oui, t'as Nicolas Cage over the top, mais t'as aussi le plot twist qui est banal ou pas si incroyable que ça au final. C'est ce que je pense. Non. Ouais, je suis d'accord. Peut-être que je me trompe. Non, je pense que c'est quand même accurate. Puis IMDB, Seb, si je vais avec le sexe et la nudité, on rappelle IMDB, le 1 étant aucun et 4 étant sévère. Donc 1, 2, 3 ou 4. Fait que Seb, le sexe et la nudité. J'ai envie de dire un 4 parce que c'est un thème quand même. Ouais, je pense que j'y vais avec 4. C'est un thème, effectivement. Ils disent que beaucoup ils parlent de sexe, mais ils ont mis un 3 parce que c'est jamais réellement montré. Ouais, je comprends. On voit pas on voit des parties génitales. Ouais. C'est vrai. Non, on voit juste un side boob, le pire qu'on voit. Un side boob. Violence et sang. Je serais prête à dire un 2, mais je peux me tromper. C'est pas si vieux. Ben oui, en termes. Ok, attends. Le gars, il fucking mord quelqu'un à mort. C'est quand même très violent. Il se fait pieuter au final. Je vais dire 3. C'est un 3, mais on n'a pas tant un gros échantillon. 9 votes, 7 votes, 4 votes, 6 votes. Là, ça, ils disent effectivement que Peter is show with blood around his mouth and his shirt. Puis ils parlent de justement la fille qui s'est fait mordre, etc. Ils mettent un 3. Le caractère profane. Moi, je crois que c'est un 4 parce que à un certain point, c'est le but d'être genre vulgaire là, dans la part de Nicolas Cage envers Alva. Là. Ils ont mis un 3 à cause qu'ils disent que c'est pas tant fréquent. Mais justement, moi, je trouve la violence des sacs est tellement utilisée de façon agressive là, que ça aurait pu être un 4. C'est pas comme quelqu'un qui réagit puis qui est comme tabarnak, tu sais, ça fait chier, là. C'est quelqu'un qui insulte, là. C'est genre you fucking. Plus qu'insulte, il dénigre, là. C'est ça. Il dénigre quelqu'un, là. La violence dans le ton est vraiment plus haute, là. Moi, c'est pour ça que c'était un 4. Bon. Tu sais, pour vrai, je me fâche rarement un film. Je suis rarement froissé, là, mais celui-là, je vois vraiment quelqu'un se froisser facilement. Ah non, facile. Facile, là. On connaît tous quelqu'un qui regarde ce film-là puis qui est comme « Oh! » Nope. Ah ouais, ça peut être facile. Là. Je vois le potentiel. J'ai pas été nécessairement, moi, choqué. Mais, quasiment. Je comprenais pas l'acharnement envers Alva. Je me disais, wow, c'est violent là, comme insulte. Là. Pourquoi? Là? C'est violent et gratuit, man. La fille, elle fait du mieux qu'elle peut. Honnêtement, si j'avais pas déjà catché que le film avait un sous-texte à ce moment-là, je me serais posé des questions sur la pertinence de ce film-là. Là. Mais bon, même là, on peut s'en poser pareil. Effrayant et scène intense. Effrayant, pas du tout à mes yeux, là. Mais est-ce que les scènes intenses où il décalisse son appartement, c'est assez... Je vais dire un 2. Ils ont mis un 2 puis ils disent que c'est plus sur la maladie mentale que réellement des trucs épeurants au final. Clairement. J'ai skippé, mais alcool, drogue et fumée. Ben ouais, 4, c'est un thème. Non, ils ont mis un 2 pourtant. Ben voyons donc! Mais ils ont été carrément tel que tel, là. Qu'est-ce que tu vois? Il avoue, lui, être sur la coke à plusieurs moments, être horny, être un peu drunk, puis on voit une fille qui se fait une clé, là. Tabarouette. Mais honnêtement, je suis d'accord avec toi, là, un 2, ça aurait pas dû, mais il y a juste 4 personnes qui ont voté. Fait qu'on a ce qu'on a. Toi, le recast, ça a été comment? J'en ai un que je suis particulièrement fier, puis tous les autres sont honnêtement mauvais. Moi, j'en ai juste 3, là, fait que je peux te laisser y aller. Je vais commencer comme ça, les attentes vont être vraiment basses, puis au pire, tu fais mieux. Dis-moi que t'as pas recast Nick Cage. Non, j'ai pas touché à ça, franchement. Effectivement. Vas-y. Fait que Alva, ok, je suis allé full auto-référentiel au podcast, ok? Fait que Alva, c'est Salma Hayek, parce que bon, référence à un film de vampire, Dust Till Dawn. Donc, okay, Alva, ouais. c'est Salma Hayek. Ouais. Le frère de Alva, c'est Danny Trejo pour la même référence.
OK. Rachel, c'est Carmina. OK, ouais. Fait que elle a les cheveux bouclés, puis c'est un vampire. À date, j'achète tout. Puis mon dernier, c'est le seul qui est hors thématique parce que je sais pas si tu vas reconnaître le nom de la personne, mais va voir sur Google, là, prépare-toi. La psychiatre, je la recast par Charest Agdashloo. Aïe aïe. OK, là, pour le bien-être de tous, tu vas épeler les deux noms. Oui. Parce que Alors, c'était- son nom, son prénom, je vais même aller reconfirmer sur Google, c'est Shohreh. Puis son nom de famille, c'est Agdashloo. OK. Ghdashloo. Très bon, mais je comprends pas tu l'as sorti de où, là. OK, je sais pas pourquoi. Sa voix, la psychologue, est cassée un peu, puis tu sais, elle est comme vraiment basse, là. Fait que je me suis dit, ça me prend une actrice qui va avoir la même genre de voix. Puis je me suis souvenu de cette actrice-là, puis j'ai vraiment struggle à retrouver dans quoi je l'avais vue, honnêtement. Mais C'est dans quoi? C'est dans Star Trek. Dans Star Trek 2016, je me souviens plus c'est quoi son nom en anglais. From Beyond. From Beyond, je pense qu'elle est là. Puis probablement un autre film, là, je vois qu'elle a plein de références, mais honnêtement, je me souviens pas nécessairement où je l'ai vue, mais si vous googlez son nom, vous allez voir son visage, vous allez probablement la reconnaître, puis vous allez probablement savoir que cette actrice-là, elle a la voix, c'est la femme avec la voix la plus grave au monde. Mais honnêtement, c'est fucking on the spot, là. Bravo. Puis je pense que t'as la palme aussi du... Je sais pas si c'est le plus obscur recast qu'on a jamais fait à date, là, mais pas loin sinon. Mais Là. avoue que c'est hot parce que t'es pas capable de dire dans quoi tu l'as vu, mais tu sais que tu l'as déjà vu quelque part, puis tu sais que ça fait... Honnêtement, moi, je la trouve pas tant commune comme actrice, par contre. Mais je sais que j'ai déjà vu, mais je la trouve vraiment pas tant commune. Fait que je comprends vraiment pas comment t'as eu le flash, là. Exact. Ben, honnêtement, je sais pas. J'étais même pas capable de dire dans quoi je l'avais vu, mais je savais que c'était elle que je voulais. Ouais, chapeau pour l'obscurité, Seb. Puis, je vais le prendre parce que d'habitude, tu fais des recasts quand même assez obscurs. Fait que je suis Ouais, mais je pense que t'as topé n'importe quel recast obscur que je faisais, là. C'est peut-être parce que c'est pas moi, justement, qui le fait, là, mais wow, très obscur. Moi, c'est beaucoup moins obscur, là. Si je vais avec Rachel, Yes. je sais pas pourquoi j'ai mis Shelley Duvall, qui est Wendy dans The Shining. Oui, ça marche. Mais Maisie, c'est plus de volume dans les cheveux comme Carmina, Ouais, puis je ben pense oui, que ça oui. marchait. Une permanente plus tard, là, puis la titre. La psychologue, moi, j'ai mis Suzanne Sarandon. Je sais pas si je prononce bien son nom, là, mais celle qui joue dans Thelma and Louise. Entre autres, là, Suzanne Sarandon, elle joue dans Dick in the Box. Pas Dick in the Box, mais la suite Mother Lover. C'est comment le premier film t'as dit, excuse? Thelma and Louise. Thelma and Louise. Mais c'est une des deux mères dans Mother Lover. Là. Quand ils sortent de prison après avoir une Dick in the Box, là, il dit Oh, dude, I forgot it's Mother's Day. Ça, c'est Susan Sarandon. OK, oui, je la reconnais. Je pense que ma première idée pour recaster la psychologue, c'était elle, puis j'étais pas capable de trouver son nom. Fait que j'ai continué à dig jusqu'à temps que je sois tellement obscur, puis là, j'ai pogné le mien. Mais ton I will be your mother lover, you will be my mother lover, let's fuck each other's mom. Ceux qui ne savent pas de quoi tu fais référence en ce moment sont complètement abasourdis par ce que tu viens de proposer. Andy Samberg feat Justin Timberlake, Mother Lover. Si vous n'avez pas vu ça, c'était tout là, il la rentre. Mother Lover sur YouTube, ça vient de Saturday Night Live, si je me souviens bien. Ouais, exact. Là, c'était un Digital Short. Digital Short. Puis j'en ai une dernière, Alva. Oui. Alva, ben c'est Jordana Brewster, alias Mia dans les Fast and Furious. Ah, bien joué. Bien joué. Ouais, c'est un recast sobre, là. Rien d'impressionnant, rien de mauvais. Là. Je pense pas mal un recast très neutre. J'aime mieux le tien, mais bon. Probablement qu'au final, Jordana, genre, à un certain point, elle pète sa coche sur Nicolas Cage puis elle bat à mort. Peut-être, man, mais... À la Fast and Furious ou quelque chose. Là.
Des fois, je trouve que mon recast embellirait le film, mais dans ce cas-là, je pense que c'est juste vraiment ni chaud ni froid. Là. Ben honnêtement, là, c'est pas mon meilleur. Ouais, c'est pas notre meilleur overall malgré ma référence super obscure. Non, moi je te vais trouve vous bon. répéter, là, c'est... non, c'est pas vrai, je vais pas le faire. Je vais pas brag. Fait que, Seb, le mot de la fin? Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un partage ou un like sur la page, ça nous aide beaucoup à être découverts. Parlez de nous, envoyez-nous des messages si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit à propos d'un film ou pas d'accord, c'est encore mieux, on répond à tout le monde, ça nous fait toujours plaisir d'avoir une conversation avec vous. Faites-nous des suggestions de films s'il y a un film que selon vous, là, on doit absolument couvrir, on en prend en compte, puis en réalité, souvent, ça nous inspire, ou des fois, quand on ne sait pas trop quel film on devrait faire en suivant, ça influence notre choix là, carrément. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des messages puis des suggestions. On adore ça. Effectivement, donc attention à vous et bonne semaine.